Je vous rappelle qu'en plus de ces 5 séminaires qui auront lieu, jusqu'au 18 avril, il y aura une session spéciale de questions et réponses, hein, qui va regrouper l'ensemble des intervenants et des modérateurs. Cette session aura lieu à la même heure le 6 juin, prochain. Donc si vous avez des questions au-delà de celles qui pourront être traitées, aujourd'hui et dans les différentes sessions, vous les envoyez sur le mail de la FHU PACEM et donc l'ensemble des intervenants seront là, le 6 juin pour y répondre. Bon, bah, je crois que cette présentation maintenant est suffisante. Donc, Anne-Judith, je te laisse la parole pour nous parler de probiotiques, prébiotiques et on va Et dire et cetera. juste deux petites choses. Un, c'est enregistré, on pourra retrouver l'intervention sur la chaîne YouTube de la FHU. Et puis, à la fin de la présentation, il y aura un petit questionnaire, donc un auto-questionnaire. Merci d'y répondre tous et toutes. Et puis, ce n'est pas la peine de lever la petite main on ne vous voit pas trop. Donc, vraiment, partagez les questions dans QR et discussion. Voilà. Allez, je me tais et merci Anne-Judith. Là, c'est bon, vous voyez tous mon écran en grand. C'est bon. Donc, j'arrive à passer la deuxième. C'est bon. Donc, comme l'a dit Nathalie, je travaille au sein de l'UMRS 1139 et vous avez ici mes différents conflits d'intérêts sur les 3 à 4 dernières années. Alors, l'objectif du topo d'aujourd'hui est de parler de la prise en charge des dysbioses, de parler en quelque sorte de la médecine du microbiote. Vous savez qu'on peut être considéré comme des holobiontes, donc constitués de diverses espèces et micro-organismes et éléments biologiques différents. Et dans ce qui nous intéresse, le microbiote du tube digestif, il y a un certain nombre de pathologies qui sont associées à des déséquilibres de ce microbiote ou dysbiose. Et donc, la question du jour va être qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en charge ces déséquilibres de notre microbiote intestinal. Donc, on a plusieurs outils à notre disposition, des outils qui évoluent actuellement. Et je ne vous parlerai pas de la transplantation de microbiote fécal, qui n'est pas l'objet du topo de ce jour, mais je vais vous parler des probiotiques, des prébiotiques, des symbiotiques et des postbiotiques. Alors, pour commencer, les probiotiques. Les probiotiques, c'est un terme qui, en France, avait été interdit en 2012 et qui a conduit finalement les industriels à nommer leurs produits avec des termes de type pharmabiotique, produits vivants biothérapeutiques, produits médicinaux microbiotiques. Différents termes sont apparus. Malgré tout, l'ensemble recouvrait quand même des micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont considérés comme quand ils sont administrés, en quantité adéquate, ont des effets bénéfiques sur la santé de l'eau. C'est la définition du probiotique. Il faut que les micro-organismes soient vivants, il faut que la quantité soit adéquate et il faut qu'ils aient des bénéfices santé. Alors, depuis janvier dernier, le terme probiotique est de nouveau autorisé en termes de nom de catégorie. Et donc, je suis sûre que vous allez le voir réapparaître sur les différents points. Alors, qu'est-ce qui définit un probiotique en dehors de sa définition claire? C'est que le micro-organisme, qui doit être vivant, doit avoir une identité taxonomique claire, définie au niveau de la ou des souches. Et s'il s'agit d'un mélange de souches, d'un consortium, chaque souche doit être clairement définie. Vous avez ici la classification, dans la classification du vivant au sein du domaine bactérien, la classification bactérienne, et l'espèce seule ne suffit pas à définir un probiotique. En effet, une souche, par exemple, de Bifidobacterium longum n'a pas forcément la même activité qu'une autre souche de Bifidobacterium longum, et donc elles doivent être parfaitement identifiées. Elles doivent être administrées en quantité adéquate et garantie dans le produit. Donc souvent, c'est un minimum de 10 puissance 7 à 10 puissance 9 bactéries ou levures, puisqu'on va voir qu'il n'y a pas que des bactéries dans les probiotiques. Donc cellules vivantes d'une souche donnée par jour ou d'un mélange de souches par jour. Enfin, l'innocuité de la souche ou des souches utilisées doit être garantie. Elle doit avoir un statut qui est soit grasse, aux États-Unis on parle de
generally regarded as safe. Et en Europe, ces souches, quand elles sont utilisées notamment comme compléments alimentaires, qu'elles dépendent de l'autorité européenne qui est l'EFSA de sécurité alimentaire, elles doivent être sur une liste, la liste QPS, qui indique que finalement le corpus de connaissances disponibles doit être suffisant pour établir sa sécurité. C'est souvent des souches qui sont utilisées de longue date. On connaît leur utilisation. Ouais. L'absence de propriétés pathogènes doit être établie, doit être justifiée, mais aussi le fait qu'elles ne soient pas capables de transmettre des résistances aux antibiotiques. Enfin, l'utilisation prévue doit être clairement décrite. Alors, il y a un fort engouement pour ces produits, avec des besoins, notamment qui sont générés par toutes les connaissances qu'on a accumulées sur nos microbiotes récemment et qui sont une accumulation exponentielle. Par le fait, cet intérêt se voit que les consommateurs sont à la fois très intéressés par tout ce qui se passe sur le microbiote et en même temps, parfois, se posent beaucoup de questions. Vous voyez ici un article de 2019 de Que choisir, le probiotique, notre microbiote peut s'en passer. Donc, où il y a beaucoup de questions sur ces produits. Et ça génère évidemment une recherche très active. En 2022, il y avait plus de 7600 publications dans PubMed sur les termes probiotiques ou symbiotiques. Et évidemment, toute cette recherche va générer des développements industriels. Les produits vont être soumis à des agences de régulation qui sont diverses selon si c'est des produits alimentaires ou des compléments alimentaires ou des médicaments, peuvent être l'objet de recommandations d'experts de sociétés savantes pour revenir aux professionnels de santé. Donc, c'est un écosystème extrêmement dynamique. Alors, quand on parle de probiotiques, on parle de quoi? On parle de produits qui sont présents en alimentation humaine, en alimentation animale ou en médicaments. On a les probiotiques traditionnels qu'on va trouver dans les compléments alimentaires, dans les médicaments et qu'on trouve encore sur certains produits en termes de dispositifs médicaux. Mais la législation a changé en 2021 et il n'est plus possible de concevoir des dispositifs médicaux avec des micro-organismes vivants, des produits vivants. Et donc, ça va conduire à l'arrêt, notamment, je pense, aux produits qui étaient administrés localement à visée vaginale, par exemple. Donc, on a un certain nombre de produits traditionnels qu'on va retrouver dans ces catégories-là, qui peuvent être dans des produits monosouches ou avec des consortiums de souches. Et c'est la même pour le développement dans les probiotiques de ce qu'on appelle les live biothérapeutiques produits, c'est-à-dire de nouvelles souches qui sont finalement issues de toute la recherche autour du microbiote, pour lequel on n'a justement pas une habitude de consommation et d'utilisation de longue date, donc pour lesquels la sécurité, l'innocuité devrait être prouvée, et qui, elles, du coup, apparaîtront sur le marché, soit sous la catégorie novel food, soit sous la catégorie médicaments. Alors, de quoi parle-t-on? Quand on parle de probiotiques traditionnels, il y a quelques genres considérés, et c'est majoritairement des genres dont vous avez tous entendu parler. Les bifidobacterium, les lactobacilles, et puis des levures comme Saccharomyces, notamment Saccharomyces boulardii. Mais il en existe d'autres, vous les voyez ici. Et puis, en ce qui concerne les LBP, les live biothérapeutiques produits, ce sont des commensaux qu'on a isolés par la recherche active de la communauté scientifique sur le microbiote. Donc, par exemple, Faecalibacterium, qui est développé par la start-up Excellium pour les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif. Akkermansia mucimifila, qui est issu de la recherche de Patrick Cani pour l'obésité et le syndrome métabolique. Et puis Eldercreusia ecolifaciens, par exemple, qui est développé par Novobiome pour la prise en charge des maladies du foie de type stéatose hépatique non alcoolique, par exemple. Et il y en a certainement d'autres, ce ne sont que quelques-uns. Alors, il faut faire attention aussi, quand vous regardez un produit, est-ce qu'il est monosouche ou est-ce que c'est un consortium de souches? Et il faut faire attention à ces consortiums de souches parce que finalement, il peut y avoir une synergie entre les souches qui vont avoir un effet bénéfique finalement majoré. Ou alors, on peut, quand on met au point ce type de produit avec plusieurs souches, avoir des antagonistes. Et j'ai repris pour cela l'exemple de l'étude de Christensen, qui date un peu, mais qui est très jolie pour ça, où elle avait testé plusieurs lactobacilles et leur effet
sur des cellules dendritiques, notamment en ce qui concerne la production d'une cytokine pro-inflammatoire qui est l'IL-12. Et donc, elle avait identifié notamment deux souches, une souche de Reuterie qui n'induisait pas l'IL-12 sur ces cellules dendritiques et une souche de caséine qui, elle, induisait une forte production quand les cellules étaient en contact avec la souche seule. Et puis, quand elle mélange les deux souches, donc vous avez ici les différentes concentrations de Lactobacillus reuteri, vous voyez qu'il n'induit jamais de concentration d'IL-12 très très faible. Eh bien, quand on mélange ce Reuteri avec le Lactobacillus casei, on voit qu'en fonction de la concentration du Lactobacillus reuteri, eh bien, il n'y a plus de production d'IL-12. Donc, il y a un antagonisme. Finalement, la souche de Reuteri empêche la souche de casei d'activer les cellules dendritiques pour qu'elles produisent de l'IL-12. On a dans ce cas-là un antagonisme. Donc, les consortiums de souches, quand on en met en point, il faut s'assurer qu'on garde l'activité de chacune de nos souches, voire qu'on a une synergie, mais absolument pas d'antagonisme. Alors, comment agissent ces probiotiques? Ils ont de très nombreux mécanismes. Mais évidemment, une souche bactérienne ne va pas agir sur tous ces mécanismes. Elle va, avoir un, deux mécanismes, pouvoir agir sur plusieurs cibles, mais pas sur l'ensemble des. Donc, on va avoir des souches, par exemple, qui vont être très importantes avec un effet barrière contre les pathogènes. Elles peuvent avoir, et c'est ce qui est modélisé ici, un effet direct, en fait, où elle va entrer en compétition pour la niche écologique, pour les récepteurs ou les nutriments dont a besoin le pathogène pour se développer. Ainsi, le pathogène ne pourra pas se développer et sera éliminé. Elle va jouer aussi en stimulant le système immunitaire pour sécréter, par exemple, des IgA qui vont permettre plus facilement l'évacuation, l'élimination de ce pathogène. Et puis, elles peuvent produire aussi des substances qui ont des activités antibiotiques, comme les bactériocides, qui vont aussi avoir un effet direct pour tuer ces pathogènes. Puis, elles peuvent avoir un effet indirect en agissant sur la production de peptides antimicrobiens par la muqueuse intestinale, en agissant sur le cycle des acides biliaires et en favorisant ou non, par exemple, la germination de spores, ou au contraire, en diminuant la germination de spores. Elle peut agir sur l'équilibre du microbiote, qui lui fait vraiment aussi barrière, toujours, en empêchant le pathogène de s'implanter sur la niche écologique. Et puis, en rééquilibrant le microbiote, elle va évidemment favoriser tous les rôles du microbiote, qui sont des rôles essentiels pour la santé, de protection contre les pathogènes, mais aussi métaboliques, immunitaires, sur l'axe intestin-cerveau. Et donc, ces probiotiques-là, comment est-ce qu'ils vont agir? Ils peuvent agir, par exemple, par ce qu'on appelle le cross-feeding. C'est quoi? Finalement, ils vont produire des substrats, par exemple, des acides gras chaîne courte comme de l'acétate et du lactate, qui, eux, vont être utilisés par des bactéries de notre microbiote, comme certaines Rosburgia, certains Faecalibacterium, des bactéries productrices de butyrate, pour se multiplier. Et ces bactéries se multiplient et produisent des éléments qui sont bénéfiques pour notre santé, comme par exemple le butyrate. Donc, elles peuvent agir sur l'équilibre du microbiote, elles peuvent agir directement en empêchant les pathogènes de s'implanter. Elles peuvent agir aussi sur le métabolisme, donc elles nous aident à la digestion. Et à l'heure actuelle, les probiotiques reconnus notamment par l'EFSA, c'est la symbiose S85 du yaourt qui aide à la digestion du lactose. Et puis elle va jouer aussi sur grâce à son action notamment sur les acides biliaires, sur l'absorption de cholestérol, la tolérance au glucose. Elle va avoir finalement des actions soit directes, soit via le microbiote, ces bactéries probiotiques. Elles vont agir aussi en jouant sur le microbiote ou en jouant directement sur la production de mucus qui fait barrière, elle aussi, qui protège notre épithélium. Enfin, elle peut jouer directement sur le nerf vague, produire des neuromédiateurs et agir finalement sur la signalisation des systèmes nerveux entériques et centrales, vous voyez, comme c'est représenté. Un autre de ces rôles, c'est le renforcement de la barrière épithéliale avec le renforcement
des jonctions serrées, qui est particulièrement important. Par exemple, on a certaines pathologies. Je vous parlerai tout à l'heure de l'allergie qui est associée à une perméabilité intestinale altérée dans l'allergie alimentaire. Et puis ils peuvent agir sur le système immunitaire, ils peuvent agir directement et pas seulement via le microbiote, avec des actions immunomodulatrices. Ils peuvent être capables d'éduquer et d'aider le système immunitaire à lutter contre les pathogènes, mais il peut aussi avoir des fonctions pour favoriser la tolérance orale ou avoir des fonctions anti-inflammatoires. Donc, ces rôles sont complexes et avant de voir quelques exemples, eh bien, je voulais continuer à vous présenter les différents outils que nous avons, les différents médicaments du microbiote et vous définir les prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des substrats sélectivement utilisés par les micro-organismes de l'hôte et qui, de ce fait, confèrent un bénéfice à la santé de l'hôte. Cette définition a évolué du fait de nos connaissances sur le microbiote. Pendant très longtemps, finalement, on parlait de sucre indigestible qui favorisait la croissance sélective des bifidobactéries ou des lactobacilles. Mais il existe d'autres substrats qui vont favoriser la croissance et l'activité de bactéries de notre microbiote qui vont à ce moment-là être bénéfiques, comme les Faecalibacterium, les Rosturia, les Eubactéries. En fait, ce substrat va être fermenté par le microbiote qui va produire des métabolites qui vont être bénéfiques ou permettre la croissance d'autres bactéries. L'action, elle va donc être directe aussi. Les prébiotiques peuvent jouer sur les toll récepteurs, par exemple, sur des récepteurs qui sont présents au niveau des cellules, mais il est surtout indirect via le microbiote, c'est qui est le plus reconnu, où ça va jouer, par exemple, par la production d'acides gras à chaîne courte. Il va permettre la production, si c'est des bifidobacterium, d'acétate et de lactate, si c'est des lactobacilles de lactate, qui sont utilisés par d'autres souches bactériennes, mais si c'est des substrats qui permettent la croissance des fécalibactéries, ça va permettre la production de butyre. Alors, c'est quoi ces prébiotiques? On les trouve où? On les trouve partout. Ils sont présents dans notre alimentation. Ils sont très utilisés en agroalimentaire parce que ce sont des agents qui donnent de la consistance aux produits, notamment aux yaourts, aux produits 0%, sans apporter de calories. Et puis, dans les compléments alimentaires, dans les formules infantiles et dans les symbiotiques, on trouve beaucoup de sucres indigestibles avec des liaisons comme les galacto-oligosaccharides et fructo-oligosaccharides qui ne sont pas dégradés par nos enzymes et donc qui ne peuvent être dégradés que par les enzymes bactériennes. Donc, ces éléments qui ont plusieurs types de polymérisation vont arriver intacts dans notre tube digestif, être dégradés par les bactéries de nos microbiotes en substrats assimilables et puis surtout, ils vont être utilisés par ces bactéries pour produire des éléments bénéfiques. Et puis, il y a de l'évolution dans ces produits, puisqu'on s'est aperçu, par exemple, que le lait maternel était une grande source de prébiotiques. Et pour s'en rapprocher, les industriels, maintenant, font des sucres complexes fucosides. Ces produits-là, on les retrouve ensemble dans les symbiotiques. En fait, la symbiotique, c'est un mélange qui comprend à la fois des probiotiques et à la fois des prébiotiques. Et ils peuvent être complémentaires. Et dans ce cas-là, en fait, tous les deux ont leur propre rôle et vont agir en parallèle. Ou alors, ils peuvent être synergiques. Et dans ce cas-là, finalement, le prébiotique, il va participer à l'activité du probiotique. Enfin, un petit point sur les postbiotiques. Eh bien, c'est un nom nouveau pour quelque chose finalement qui était connu de longue date. En fait, il s'agit de préparation de micro-organismes inactivés ou de leurs composants qui confèrent un avantage pour la santé. Donc un avantage, un bénéfice pour la santé. Comment est-ce qu'on les obtient? On va cultiver nos souches d'intérêt et quand on a une biomasse suffisante, on va pouvoir inactiver les probiotiques, les souches d'intérêt, que ce soit des levures ou des bactéries. Alors, on a des produits dans lesquels on ne sépare pas les bactéries et les métabolites. On peut utiliser des méthodes non destructives dans lesquelles on retrouvera à la fois les cellules bactériennes
tuées, non viables mais entières, et puis les métabolites et les produits de fermentation issus de la culture de notre souche d'intérêt, ou des méthodes destructives, ce qui fait qu'avec les métabolites et les produits de fermentation, on aura des fragments bactériens, ou des fragments de levure, ou des fragments cellulaires. Et puis dans certains cas, on va séparer finalement le micro-organisme de ces métabolites, qui ne sont pas positifs quand ils sont purifiés. Et à ce moment-là, on utilisera uniquement les micro-organismes, soit sous forme de cellules entières, soit sous forme de fragments cellulaires. Alors, quand je vous disais, c'est quelque chose qu'on connaissait de longue date, les premières publications à partir du Bifidobacterium breve C50 et du Streptococcus thermophilus 0,65 inactivé par la chaleur, pasteurisé dans les formules infantiles, c'est Bledina qui avait mis en place cette formule, ont été commercialisées avec dès 2004 finalement des publications sur l'intérêt dans la prise dans les diarrhées aiguës du jeune enfant. Et puis, ça fait partie des produits, par exemple, des modes de production de certains produits pour les live biotherapeutic products pour lesquels on n'a pas forcément ce retour sur leur innocuité, par exemple la Akkermansia mucilifila. Alors, comment est-ce qu'ils vont agir? Ces postbiotiques, ils peuvent agir sur le microbiome, et puis ils peuvent aussi agir sur la production de mucus, agir sur les jonctions serrées et renforcer la barrière intestinale, mais aussi tout à fait moduler la réponse immunitaire. Alors, on a vu le panel, finalement, l'ensemble des différents outils dont je voulais vous parler aujourd'hui. Maintenant, quelles sont les applications de ces différents produits? Alors, on a parlé de probiotiques, on a parlé de prébiotiques, de symbiotiques et de postbiotiques. Et c'est difficile de s'y retrouver, comme je vous le disais. Rien qu'en 2022, il y a plus de 600 publications à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on fait à ce sujet? Donc, moi, je vous encourage tous à surveiller finalement les associations. Alors, on peut, les associations, les grandes organisations, les associations de spécialistes qui, en complément des organisations comme l'EFSA et la NSM, vont régulièrement publier des guidelines quelque part. Vous avez l'ISAP, le Comité international scientifique sur les probiotiques et les prébiotiques, qui régulièrement publie des consensus sur les définitions de tous ces produits, leur évolution. Vous avez des sociétés savantes comme là ici la World Gastroenterology Organization, l'EBSGAN par exemple, qui régulièrement aussi finalement publie des recommandations. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on fait? Qui complète aussi finalement le fait qu'il y ait peu de recommandations des organes officiels, souvent parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez d'études. Alors, les applications sont extrêmement nombreuses. Vous avez des applications, vous voyez que ceci n'est pas du tout exhaustif. Ça va de la rectocolite hémorragique pour lequel on a plutôt des effets bénéfiques à des domaines où on va faire des nouveaux probiotiques, la colite du nourrisson, l'autisme. On a des choses extrêmement variées qui sont à l'étude. Et à titre d'exemple, moi, je voulais vous parler de deux domaines. D'une part, le syndrome du côlon irritable et d'autre part, les allergies. Alors, pour ces domaines-là, je les ai choisis aussi parce que c'est des domaines qui illustrent bien qu'il y a de très nombreux facteurs à prendre en compte quand on choisit un probiotique pour un patient. D'abord, il y a l'hôte. C'est évident que de l'enfant à la personne âgée, eh bien, à l'adulte, on n'aura pas forcément la même... on doit prendre en compte l'âge, le développement, l'état de santé. On va prendre en compte aussi l'alimentation. On va prendre en compte peut-être, et on ne le fait pas assez puisqu'on fait peu d'études, le statut du microbiote, mais en tout cas, c'est un facteur qui va intervenir. Et on va être confronté à des sujets qui sont plus ou moins répondeurs. Et typiquement, dans les deux exemples que j'ai choisis, eh bien, c'est ce qui va se passer.
Alors, je vous rappelle ce que c'est que le syndrome de l'intestin irritable ou syndrome du côlon irritable. C'est une colopathie fonctionnelle qui va toucher au moins 5% des sujets en France avec un diagnostic et une prise en charge médicamenteuse, et majoritairement les femmes. En fait, les sujets vont avoir des douleurs abdominales avec un inconfort digestif, notamment des ballonnements abdominaux, des troubles du transit qui vont altérer leur qualité de vie. Et ces symptômes vont être observés avec des alternances de poussée et de rémission. Et à ce jour, on n'a pas de traitement spécifique pour la prise en charge de cette colopathie. Alors, les mécanismes sont typiquement ce qu'on observe dans le cadre des dysbioses. Donc, il y a des dysbioses qui ont été observées chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable. Et on voit bien que finalement, il y a des problèmes de motilité intestinale. Il y a des problèmes d'hypersensibilité intestinale avec la mise en jeu du lien microbiote intestin-cerveau. Il n'y a pas d'activation immunitaire comme on la voit dans les maladies chroniques type Crohn et rectocolite inflammatoire, mais certains patients ont des inflammations subcliniques et puis on a des altérations de la barrière intestinale avec des altérations une augmentation de la perméabilité intestinale. Et les patients vont finalement être classés en fonction de leurs symptômes de façon, selon s'ils ont des diarrhées, s'ils ont des constipations, s'ils ont une alternance de diarrhée et de constipation. Et vous pouvez le voir, finalement, on a des mécanismes très divers et on a des symptômes cliniques associés à des profils divers. Donc, c'est une pathologie pour laquelle on a une grande hétérogénéité. Alors, parmi les éléments qui permettent la prise en charge de l'IBS, il y a des notions de régime, et notamment des régimes poudre en FODMAP, et puis il y a tout ce qui est probiotique. Et c'est un domaine pour les probiotiques classiques qui est sur le tapis de très longue date, avec globalement des méta-analyses qui montrent plutôt un effet bénéfique des probiotiques. Cependant, les études restent globalement très hétérogènes, et du coup, ça associe à ces méta-analyses un faible niveau de preuve. Donc, ça reste des choses qui sont intéressantes et qui peuvent fonctionner. Et typiquement, eh bien, quelqu'un qui a un syndrome du côlon irritable, peut-être qu'un probiotique va être efficace, avec le risque peut-être d'une adaptation de son microbiote, et il sera obligé finalement d'arrêter, de faire des cures, de tester différentes souches. Et pour d'autres patients, peut-être, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que la première souche testée ne fonctionnera pas, qu'il faudra en tester d'autres. On est finalement dans une zone où l'adaptation et la réponse du patient est totalement inconnue. Alors, comme c'est un sujet finalement quand même très important, qui touche beaucoup de monde, il y a de nouveaux développements. Et à titre d'exemple, eh bien, il y a des développements dans les lacs biothérapeutiques produits. Vous voyez ici, avec une glossia qui est développée pour tous les types, a priori, de patients ayant un syndrome du côlon irritable. Il y a des postbiotiques aussi. Donc, ça va du gruau d'avoine fermenté par le Lactobacillus plantarum 299B, un Lactobacillus gasseri CP2305, un Bifidobacterium bifidum MIB-BB75. C'est des postbiotiques, ils sont tous inactivés. Et là aussi, il y a des études qui montreraient qu'ils pourraient avoir un effet bénéfique, peut-être en jouant sur la perméabilité. Dans les autres cas, les modes d'action ne sont pas encore élucidés. Et puis, je ne vous ai pas parlé de la transplantation de microbiote fécal, mais il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine d'études avec des résultats variés. Alors, comme vous le voyez, c'est un champ finalement ouvert à de nouveaux développements, dont les nouveaux domaines LBP, postbiotiques et TMF, mais aussi sur les probiotiques traditionnels où on peut chercher des fonctions qu'on n'avait pas étudiées auparavant. Et à titre d'exemple, voici un travail que nous avons fait au sein du MRS 1139 avec l'équipe probiote de Philippe Langella, où nous avons choisi de chercher des souches au milieu de souches de Bifidobacterium qui avaient une activité certine, c'est-à-dire une activité antiprotéase, puisque certains patients atteints du syndrome du côlon irritable, de l'intestin irritable, ont une inflammation subclinique associée à une activité protéolytique importante. Et donc, comment est-ce qu'on procède quand on veut sélectionner des souches pour un effet précis? Eh bien, on met en place
tout un panel de tests in vitro, c'est ce que vous avez ici. On a recherché les propriétés anti-inflammatoires, la capacité des souches à renforcer la barrière intestinale sur les cellules CACO2, leur capacité à être plutôt bénéfique immunomodulatrice sur des monocytes sanguins. Et puis, on a recherché aussi si elle possédait le gène codant cette serpine inhibiteur de sérine protéase, et puis si elle l'exprime. Et ça, à partir de 30 souches, ça nous a permis de sélectionner un nombre réduit de souches qu'on a pu tester dans un premier modèle qui modélise effectivement l'inflammation de bas grade, qui est un modèle de colite ODNBS, donc de colite chimique, avec une inflammation de très faible niveau. Et à partir de là, on a sélectionné une souche qui a fonctionné avec notamment un impact sur la perméabilité intestinale dans un modèle de séparation maternelle néonatale, qui est un modèle non inflammatoire du syndrome du côlon irritable. Donc, voici un exemple à la fois de comment on peut procéder pour chercher des souches et de tous les développements qui ont lieu autour de l'IBS. En ce qui concerne l'allergie, c'est là aussi un domaine finalement où il y a un certain nombre de travaux, mais pas autant. C'est un domaine d'intérêt parce que là encore, la prévalence de l'allergie n'a cessé d'augmenter. On dit que 30 à 40% de la population mondiale souffre d'une allergie. Ça va être des allergies alimentaires, de la dermatite atopique, mais aussi des rhinites allergiques et de l'asthme. Et on sait que finalement, après le développement des premières allergies chez l'enfant, eh bien, un sujet atopique va évoluer progressivement avec finalement des manifestations allergiques qui se modifient tout au long de la vie et qui peuvent perdurer. Les mécanismes associés à l'allergie sont très divers. On a des mécanismes IgE médiés, cellulaires ou mixtes, et qui est finalement mis en évidence ces dernières années, c'est qu'il y avait vraiment un lien avec des dysbioses intestinales, et notamment des dysbioses intestinales qui peuvent apparaître très précocement avant finalement l'apparition de tout symptôme. Alors, qu'est-ce qu'il en est des développements de ces différents éléments probiotiques, postbiotiques et prébiotiques sur l'allergie? Eh bien, on va chercher des produits qui peuvent soit agir sur le microbiote, puisqu'on sait qu'il y a des dysbioses, soit moduler le système immunitaire, puisque l'allergie est associée à un profil lymphocytaire TH2 qui entraîne la sécrétion de cytokines IL4, IL13, IL5. Ces cytokines vont permettre la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes à IgE, qui vont se fixer sur les mastocytes. Et les mastocytes qui, eux, dégranulent dans la réaction IgE dépendante et sont responsables des symptômes, finalement, sont aussi une cible pour l'action, par exemple, de probiotiques. Et puis, en agissant sur le microbiote ou directement, on peut être intéressé à des produits qui produisent des acides gras à chaîne courte, puisque ceux-ci vont notamment renforcer, par exemple, la barrière intestinale, mais aussi favoriser le développement d'une immunité équilibrée et de cellules T régulantes. Alors, récemment, finalement, dans les 5 dernières années, ou un peu plus, on a vu finalement des équipes chercher des mécanismes d'action précis, et notamment pour des postbiotiques. Et ici, vous avez par exemple une étude où ils ont regardé les vésicules extracellulaires, donc la bactérie n'est pas vivante, hein, c'est un postbiotique, produit par cette souche de Bifidobacterium longobre, et montré qu'elle était capable finalement d'entraîner l'apoptose, la mort des mastocytes, et que ça jouait dans le contrôle, donc c'est des modèles murins, hein, c'est du préclinique, de la réaction allergie. Ce sont des modèles d'allergie à l'ovalbuline. Dans cet autre cas, eh bien, c'est une souche de Bifidobacterium qui agirait sur les cellules dendritiques. Et c'est le LISA de ce Bifidobacterium, donc là on est encore dans un postbiotique, qui va jouer un rôle pour inhiber l'allergie alimentaire en jouant sur la signalisation des cellules dendritiques. Et puis ici, là encore, alors cette fois c'était du probiotique, c'était un mélange de 3 souches de lactobacilles vivants qui ont joué sur la perméabilité intestinale en limitant celle-ci, en renforçant la barrière pour limiter la sensibilisation allergique et la réaction allergique.
Alors là encore, à titre d'exemple, eh bien, notre équipe a aussi mis en évidence des effets tout à fait particuliers. Nous avions, il y a quelques années, sélectionné à partir d'une trentaine de souches potentiellement probiotiques, 3 souches qui avaient un effet préventif dans notre modèle d'allergie aux protéines de lait de vache. Et à titre d'exemple, nous avons regardé ce qui se passait quand les souris étaient déjà sensibilisées. Donc, quelque part, si ces souches avaient un intérêt en curatif, quand les sujets étaient déjà euh, euh, sensibilisés. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, finalement, que l'administration des souches d'intérêt, elle modulait le microbiote intestinal, elle modulait la diversité, elle jouait aussi sur les cellules dendritiques où elle régulait l'expression de co-stimulation, de molécules de co-stimulation à la surface des cellules dendritiques. Du coup, ces cellules sont non pas matures, elles n'activent plus les cellules T, ce qui entraîne une énergie avec une diminution de différentes cytokines qui ne sont plus produites. Du coup, on a une diminution donc de la sécrétion des cytokines qui sont impliquées dans la réaction allergique, comme l'IL-4. Et ce qu'on observe, c'est avec ça une diminution aussi de cytokines pro-inflammatoires, connues pour activer une enzyme, l'IDO, qui entraîne finalement une augmentation de kynurénine. Et nous, dans notre modèle, on a une diminution de kynurénine qui est un marqueur de l'inflammation. Alors ça, on a vu là pour l'allergie, le développement de probiotiques, l'identification de nouveaux mécanismes d'action, peut-être même qui permettent d'identifier des probiotiques qui pourraient être des adjuvants de désensibilisation. Mais il y a d'autres questions qui se posent, c'est notamment quant à agir. Je vous l'ai dit, la dysbiose dans le cas de l'allergie, elle intervient très précocement. Elle n'est pas forcément visible plus tard, quand la personne grandit. Et donc, il y a effectivement des personnes qui se sont interrogées sur quand administrer ces probiotiques. Alors, on se place là, finalement, dans le cadre de la théorie des 1000 jours et du développement, l'origine développementale de la santé et des maladies, qui dit que tout ce qui se passe, de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans, a un impact sur sa santé future. Et dans ce cadre, il y a des gens qui ont testé des probiotiques administrés à la femme enceinte, puis à l'enfant dans ses premiers mois de vie. Et dans un premier temps, les publications ont montré des résultats plutôt bénéfiques, qui a conduit la World Allergy Organization à émettre une recommandation pour les femmes à risque de donner naissance à un enfant qui serait plus tard allergique. Vous savez que dans l'allergie, il y a une composante génétique et un fort impact des antécédents familiaux. Cette recommandation, elle n'a pas été trop suivie, parce qu'il n'indiquait pas quel probiotique, quelle dose, à quel moment commencer. Elle était basée sur un faible niveau de preuve, et à l'heure actuelle, eh bien, finalement, il n'y a aucune recommandation pour administrer les probiotiques à la femme enceinte et dans les premiers jours de vie, premières semaines de vie, pour prévenir le développement d'une allergie future. C'est le cas aussi pour les prébiotiques. Cependant, il y a des études en cours, notamment l'équipe de Marie Bodinier à Nantes a une grande étude clinique où elle a donné dans son étude, le principe était d'administrer un mélange de prébiotiques à la femme enceinte et de suivre ensuite les enfants. Donc, on attend avec impatience les résultats futurs de cette étude très grave. En conclusion, qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez de tout ça? Ce domaine de la prise en charge des dysbioses est vraiment un domaine en pleine expansion qui conduit au développement de produits pour un effet donné et ciblé, et pas comme on le faisait il y a 20 ans ou 15 ans, où finalement on prenait des souches qui étaient déjà sur le marché et on les testait en disant peut-être qu'elles marcheront dans telle pathologie ou dans telle autre. Le développement de produits pour un effet donné ou ciblé peut être appliqué pour les probiotiques traditionnels, mais aussi pour les probiotiques de nouvelle génération, avec l'accumulation des connaissances qu'on a sur nos microbiotes, l'identification de nouvelles souches. Et puis, on peut développer, il y a quelques publications, par exemple, même sur des probiotiques recombinants qui seraient capables
sont capables de produire des molécules. Donc, il y a eu des essais notamment dans des modèles murins sur l'IL-10 dans des modèles de colites, par exemple. Donc, c'est peut-être aussi une voie d'avenir qui permettra de cumuler l'effet bénéfique d'une souche bactérienne ou d'une levure avec des molécules d'intérêt dans des pathologies précises. Finalement, pour que ces produits aient un intérêt, il faut quand même qu'on puisse élucider leur mécanisme d'action. Donc, il faut renforcer la recherche à ce sujet-là et bien définir les conditions d'administration, la durée et la dose, ce qui n'est pas toujours le cas. À ce jour, il n'y a pas de recommandation globale. Les quelques recommandations qu'on a sont sur des souches précises. Je vous ai parlé de la symbiose S85 pour la digestion du lactose. Il y a la souche de Bifidobacterium BB12 et le Lactobacillus rhodii pour les colies du nourrisson. C'est des exemples, il y en a d'autres. Mais il n'y a pas de recommandation globale. Il faut se tenir au courant. Mais une chose est sûre, on se heurte toujours à la difficulté de l'adaptation à notre patient, à sa capacité à répondre, qui dépend évidemment de son état de santé, mais aussi sans doute de son microbiote. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va passer aux questions, mais avant, je crois que je dois afficher ceci. C'est ça. C'est la prochaine conférence, la semaine prochaine, sur C. difficile et transplantation du microbiote fécal, qui sera faite par Nicolas Bénèche. Donc, répondez au sondage, prenez le temps de répondre au sondage. Et on va commencer la session des questions. Et dans la rubrique questions et réponses, on a déjà des questions, alors qui ont été posées au début du topo, Anne-Judith. Donc, peut-être que le topo a en partie répondu parce qu'elles sont sur une vision finalement assez simple. Il y a un probiotique ou un prébiotique qui peut être bénéfique sur l'autre, quel qu'il soit, et c'est peut-être là où c'est un peu délicat. Et on veut savoir, voilà, une première question sur comment on vérifie que le probiotique que je prends a des actions, les mécanismes actifs, comment ça marche chez moi. Est-ce qu'on peut le vérifier déjà pour un individu ou est-ce que c'est le dossier scientifique et comment il est fait, etc. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ça? Alors, si j'ai bien compris la question. Donc, quand on prend un probiotique, la question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que tous les mécanismes associés à cette souche marchent? Donc, les mécanismes qui ont été identifiés dans les laboratoires de recherche, finalement, à moins d'être pris en charge, on aura du mal à les mettre en évidence. Puis, dans certains cas, il faudrait faire des examens approfondis qui ne sont pas du tout nécessaires. Donc, la question, c'est est-ce que vous vous sentez mieux? En gros, finalement, ces produits-là, chez le sujet sain, ils n'ont pas d'intérêt. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez un microbiote bien constitué avec 10 puissance 11 bactéries par gramme de contenu colique, il n'y a aucune raison de prendre ces produits. Si vous en prenez, c'est que vous ne vous sentez pas bien. Donc, la question, c'est est-ce que vous vous sentez bien? Et j'y pense notamment dans tout ce qui est syndrome du côlon irritable ou même allergie. Ben voilà. Alors, allergie, c'est un peu plus compliqué parce que la question, c'est finalement, est-ce que je vais développer autant d'allergies au rhume des foins, autant de symptômes. donc c'est un peu plus compliqué, effectivement. Et Anne-Judith, juste en creux de cette question, avant de mettre sur le marché un probiotique, est-ce que le dossier scientifique, finalement, du mécanisme d'action est requis et complexe et complet pour tous les probiotiques? C'est ça aussi la question. Alors, c'est ça la question. Donc, effectivement, c'est aussi pour ça, finalement, que pour ce qui est des compléments alimentaires, l'EFSA a donné si peu d'allégations santé. Et si peu, parce qu'ils trouvent toujours que les dossiers sont peu complets. En fait, il peut y avoir des essais in vitro pour essayer de comprendre le mécanisme, des essais chez l'animal, donc en préclinique, mais les études cliniques randomisées en double aveugle sont très chères et finalement, il y en a très peu. C'est ça le problème. Et ce n'est pas nécessaire pour mettre en place un probiotique sur le marché. Non. OK. Alors après, il y a une autre question, c'est ceux qui seront mis sous la catégorie médicaments. Et là, ils passent par une autre autorité, par la NSM, et ils vont répondre à d'autres questions. OK. Nathalie, est-ce que tu veux commenter les questions avec moi peut-être?
Là, tu n'as pas de micro. Alors, il y a une autre question là sur est-ce que ce serait intéressant d'avoir un tableau avec deux entrées, les probiotiques d'un côté, puis les pathologies de l'autre, et puis voir ce qu'on peut, ou est-ce que c'est une vision un peu trop simple des choses, Oui, et je les crois que probiotiques pour c'est chaque maladie? c'est une vision un peu trop simple, mais malgré tout, c'est ce qui est fait dans les recommandations. À chaque fois, ils vous font le paragraphe et où est-ce qu'on en est. Donc, typiquement, c'est ce que j'ai essayé un petit peu dans ma fleur tout à l'heure, où je vous ai mis pour la RCH, il y a des souches qui sont commercialisées, qui sont plutôt reconnues par les gastro-entérologiques, notamment en Angleterre, qui semblent avoir des bons effets dans les pouchistes. Pour la maladie de Crohn, sur les probiotiques classiques, il n'y a rien, mais il y a des choses à l'étude, notamment avec Faecalibacterium. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Et quand vous regardez les recommandations qui sont en accès libre, notamment sur l'ISAP, vous pouvez les choisir en français, finalement, quelque part, ils vous font cet état de lieu. Okay. Et cet état de lieu, voilà, moi, je ne l'ai pas trop détaillé parce qu'on est à un temps donné, elles évoluent et elles sont envisagées. Ok. Voilà, je pense que tu l'as bien dit, il y a des sociétés savantes, il y a l'ISAP qui met à jour de manière récurrente et régulière les recommandations, et je crois qu'il y a vraiment une nécessité de se tenir au courant parce que ces recommandations sont très évolutives à l'heure actuelle. Alors, il y a plein de questions encore. Est-ce qu'une résistance transférable chez une souche candidate probiotique est rédhibitoire pour devenir un probiotique? Oui. Le butyrate, est-ce que c'est un postbiotique? Est-ce que c'est effectivement un produit du microbiote qu'on peut séparer du micro-organisme lui-même, mais tu nous as dit que les molécules n'étaient pas forcément normalement, postbiotiques. dans la définition effectivement donnée par l'ISAP, les molécules, les métabolites, quand ils sont purifiés, ne sont pas des postbiotiques. Alors, est-ce qu'il y a une catégorie qui s'appelle les métabiotiques? Il pourrait y avoir, peut-être qu'il y a une catégorie qui s'appelle les métabiotiques. Il faut se rappeler que le butyrate a été historiquement, dès les années 80, utilisé, et notamment, je me souviens, dans la rectocolite hémorragique. Donc, c'est peut-être une catégorie très ancienne qu'il faudrait revoir. Exactement. Donc, on peut répondre à Roland que le butyrate n'est pas au sens de la définition un postbiotique, mais une molécule issue du microbiote tout à fait intéressante, peut-être qu'on pourra classer dans une autre catégorie, métabiotique ou autre chose. Une question sur la production de DAO grâce aux prébiotiques. Est-ce qu'on pourrait agir sur ça? Il faut trouver les bons probiotiques, c'est toujours pareil. Est-ce que ce serait techniquement possible? Donc, c'est dans quel cadre ça, en fait, la question? Dans l'allergie, je pense. Oui. Grâce aux prébiotiques. Oui, grâce aux prébiotiques. Et j'ai répondu sur probiotiques. Non, prébiotiques. Il faut tester, je ne sais pas. Voilà. À partir du moment où je suis sur le microbiote, mais… C'est possible? Oui, j'imagine. Alors, d'autres questions, Nathalie, peut-être? Oui, alors peut-être une question sur la prise de probiotiques en post-antibiothérapie peut-elle impacter le renouvellement du microbiote? Alors, la prise de probiotiques en post peut-elle impacter le renouvellement du microbiote? Souvent, il y a des probiotiques qui sont justement ciblés et vendus pour au contraire favoriser le renouvellement et la résilience du microbiote. Ouais, c'est quand même l'ultralevure qui est le seul médicament et le plus ancien probiotique. Ça a été un de ses critères d'utilisation. Voilà, mais il y a plein d'autres marques qui proposent des mélanges de souches ou des souches en disant justement, elles vont produire peut-être du lactate ou de l'acétate qui va favoriser la résilience, la reprise de certaines autres souches. Alors, une autre question intéressante, quel pré- ou postbiotique pour éviter la production de méthane dans le côlon? C'est vrai que on peut avoir une flore qui est très méthanogène, et notamment lorsqu'il y a un ralentissement du transit. Est-ce que des pré- ou postbiotiques peuvent être utilisés dans ce contexte? En rééquilibrant le microbiote, on peut imaginer qu'il diminue les producteurs de méthane. Il faut trouver le bon producteur qui diminue finalement les archaées et les producteurs de méthane, c'est tout. Voilà. Donc, je n'ai pas de réponse sur lequel,
mais on peut très bien imaginer que oui. Surtout que Et les pas, prébiotiques, ils agissent beaucoup sur le microbiote et les il n'y aurait pas postbiotiques. de prébiotiques anti-méthanogènes, quoi. Bah, j'en connais pas, mais justement, la définition, elle a changé. On n'est plus dans les sucres indigestibles, entraînant. On laisse la porte ouverte à tout substrat. Donc, peut-être que certains substrats favorisant certaines bactéries vont entraîner un rééquilibre avec une diminution des méthanogènes. Et à ce jour, Après, moi, là, tout de suite, j'ai pas la réponse sur alors, lesquels. Anne-Judith, une question complémentaire. Est-ce qu'on agit sur les archées? Bah, finalement, on sait moins de choses, mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une bactérie qui, elle, prend plus de place. On est quand même dans des systèmes symbiotiques. Donc, on peut imaginer malgré tout, de la même manière qu'on peut imaginer que le virome et les phages eh bien, sont associés au microbiote qui est présent et ils sont modifiés quand le microbiote est modifié. On peut très bien imaginer qu'à partir du moment où on modifie certains éléments de l'écosystème, on modifie tout l'équilibre. Évidemment, il faudra le regarder. Une question là aussi intéressante. Y a-t-il des études qui vont différencier les hommes et les femmes? Alors, de plus en plus, en fait, il y a des questions qui se posent effectivement sur leur microbiote et les différences et leur association avec le risque de développer notamment certaines pathologies. Et si je poursuis un peu la question, dans les études précliniques animales, petit animal ou éventuellement gros animal, mais souris, est-ce qu'il y a bien dans les lots différents, on prend le soin de prendre des femelles, des mâles? Alors, pas toujours. Pas toujours. Alors, on nous le demande de plus en plus, et quand on fait passer nos autorisations, parce qu'on ne fait jamais une expérimentation animale sans une autorisation ministérielle sur le protocole, on nous le demande de plus en plus, et c'est compliqué. C'est compliqué parfois d'avoir les deux pour certaines études, notamment, je pense, aux études sur l'axe microbiote intestin-cerveau, où les femmes, les femelles, pardon, qui ont plus de fluctuations hormonales, vont être moins faciles à observer. Mais il faudrait. Et effectivement, dans certains cas, on a des résultats qui sont différents. Je pense aux travaux sur microbiote césarienne, facteur de risque d'Emiki de Rebecca Martin en probiote, par exemple, où elle a vraiment pris à la fois des mâles et des femelles. Donc, ça dépend des questions qu'on se pose et de plus en plus, on prend ce facteur en compte, évidemment. Alors, on a des questions sur l'effet post-cure d'un probiotique. Combien de temps ça dure? Est-ce qu'une fois que la souche s'en va, est-ce qu'on n'a plus l'effet, notamment dans le syndrome de l'intestin irritable? Alors, effectivement, ça peut avoir des durées assez courtes en termes de quelques jours, quelques semaines. Alors, en fonction des études, il y a des études qui montrent que parfois ça dure 4 semaines, mais globalement, et c'est sans doute en fonction de votre microbiote, ce ne sont pas des effets qui sont faits pour durer. Et quelque part, ça peut être aussi bénéfique. On ne cherche pas à ce que le probiotique s'établisse ad vitam aeternam. Là, ce qu'on cherche, c'est une action comme vous prenez un médicament. Si vous prenez un antihypertenseur, vous cherchez peut-être que votre pathologie va évoluer, que vous en changerez. Donc, vous ne cherchez pas un effet forcément pour toujours. Donc, c'est le cas aussi de ces différents produits, qu'ils soient prébiotiques ou probiotiques. Ils ont une action limitée dans le temps. Et quand on a le syndrome du côlon irritable, je ne sais pas si toi, Philippe, dans ta consultation, c'est quelque chose que tu vois, mais en discutant avec les gens et notamment dans les officines, finalement, quand ils prennent un probiotique, au bout d'un moment, c'est comme s'il y avait une adaptation, il ne fait plus d'effet. Et donc, peut-être qu'il faut faire des périodes de wash-out, arrêter ou reprendre une souche différente. Mais on observe un peu ces phénomènes. Une adaptation peut-être des autres bactéries à la présence Oui. d'un probiotique. On observe ça, je partage ça. Une question assez difficile sur les prébiotiques. On nous parle de régime pauvre en FODMAP, qui sont des sucres fermentés cibles. Et puis d'un autre côté, on nous dit de prendre des prébiotiques. Comment est-ce qu'on orchestre, on organise tout ça entre régime sans FODMAP et prise de prébiotiques? Finalement, faut faire attention. Dans les prébiotiques qu'on a, il y en a beaucoup qui ne sont pas pour le syndrome du côlon irritable. En fait. Mais comme c'est des substrats, peut-être qu'on va en acheter sur d'autres.
parle des pectines maintenant, d'autres substrats qui peuvent être utilisés par le microbiote. Mais finalement, les sucres, fibres classiques, si mention énergie pauvre en FODMAP, c'est sûr que c'est pas celle qu'on va prendre. Elles peuvent être associées effectivement à des ballonnements. On ne va pas rajouter finalement ces fibres. Le terme prébiotique, c'est un terme générique. Ça regroupe un ensemble de produits définis comme étant des substrats des éléments du microbiote. Il faut choisir les bons. Et dans les exemples que je vous ai montrés, effectivement, sur le syndrome du côlon irritable, il n'y a pas de prébiotique. Donc, quand un régime pauvre en FODMAP, finalement, c'est un régime pauvre en aliments qui contiennent certains prébiotiques. Et on va identifier les prébiotiques qui seraient plutôt délétères pour certains patients, finalement, et on va essayer de les éliminer, ceux-là. Et peut-être faudrait-il en prendre d'autres pour faire monter d'autres groupes. Mais c'est peut-être un peu complémentaire, on va dire. Oui, c'est un peu, vision. je pense, complémentaire. C'est peut-être aussi pour ça que la majorité de la recherche est orientée sur les probiotiques, les postbiotiques, la TMS. Excuse-moi, Nathalie. Non, non, mais tout à fait. Je pense que c'est un point qui est très important et que tu nous as bien dit le rôle du patient. Et il faut regarder les deux côtés de l'approche et l'approche thérapeutique, mais également l'autre qui, dans ce contexte-là, est un facteur majoré, très important à prendre en compte. On a des questions aussi, là tu vas pouvoir nous donner une réponse assez facile. Bon, pouvons-nous avoir une liste de ce qui existe sur le marché en France? Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Par contre, il est posé une question sur la prescription médicale. Est-ce donné uniquement sur prescription médicale? Je pense que la réponse, elle est très rapide. Alors non, tout ce qui est complément alimentaire n'est pas forcément donné sur prescription médicale. Elle peut être de votre fait, elle peut être aussi conseillée par votre pharmacien. Il en est de même d'ailleurs pour l'ultralevure qui est un médicament. Hein. Donc, c'est pas associé à une prescription médicale. Mais je réitère, finalement, quand on est en bonne santé, on n'en a pas besoin. Et Anne-Judith, tu nous as dit micro-organismes ingérés vivants. Ça fait partie de la définition du probiotique. Oui. Est-ce qu'ils sont tous ingérés vivants, là, les probiotiques ou ce que tu appelles compléments alimentaires, ou il y en a qui sortent de cette définition stricte du probiotique? Alors, dans ce cas-là, ils ne doivent pas correspondre au terme probiotique. D'accord. Donc, en fait, il y avait pendant très longtemps, et dans la littérature, on trouve les HIT probiotiques. Et en fait, maintenant, on les retrouve sous le terme postbiotique. Donc, tout ce qui est vendu peut-être sous la forme de probiotiques, qui sont des bactéries non vivantes, sont des postbiotiques. Voilà. OK. C'est juste pour répondre à ça. Il y a une question intéressante sur… Bon, tout ça peut être issu de l'alimentation, voilà, des aliments, notamment des prébiotiques, mais est-ce que le fait de consommer des aliments, et donc l'effet matriciel de l'aliment, est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est pris en compte dans les études? Alors, il devrait être pris en compte dans les études, effectivement. Alors, ce n'est pas du tout la même chose quand on prend justement un yaourt. On sait qu'on ne digère pas bien le lactose, mais évidemment, les bactéries, elles sont vivantes dans le yaourt. Ça, finalement, les tests, ils ont été faits avec la forme yaourt. C'est vrai que dans tout ce qui est études cliniques, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la forme d'administration. Les souches, quand on parle de probiotiques, elles sont généralement lyophilisées. Elles peuvent être aussi sous forme, effectivement, liquide. Voilà, il y a des produits sous différentes formes. On va vous dire, si c'est sous forme des gélules, de manger la gélule qui est parfois, d'avaler la gélule qui est parfois gastro-résistante. Voilà, il y a différentes formes qui existent et effectivement, c'est évident que c'est aux industriels, ça, finalement, de valider que dans la présentation qu'ils proposent aux patients, le produit reste vivant en quantité suffisante pour qu'il soit ingéré à la dose attendue. Oui, mais il ne faut pas oublier que tu nous as parlé donc de prébiotiques et de prébiotiques qui sont isolés, mais il y a beaucoup de produits fermentés qui sont utilisés à titre de prébiotiques et dans ce contexte-là, la matrice, en effet, doit probablement être prise en compte. Pour tout ce qui est postbiotique, et notamment pour les postbiotiques où on garde l'ensemble du milieu, c'est-à-dire on tue la bactérie, mais on garde les métabolites qu'elle a produits, les produits de fermentation
typiquement, hein, je pense aux formules infantiles avec le dérivé C50, par exemple. Tous ces produits-là, ils jouent un rôle, évidemment. Donc, la matrice, elle est extrêmement importante dans le rôle. Moi, je parlais de la souche probiotique quand vous prenez une gélule de la souche, de bifide machin ou de lacto. Et une dernière petite question, peut-être, il y en aura plein d'autres, il y en a plein, et peut-être que le 6 juin, on se retrouvera tous pour encore répondre à des questions. Une intolérance au lactose, est-ce qu'on peut la traiter par des probiotiques maintenant alors porter la lactase bactérienne par une bactérie qui porte une lactase. Quand on mange du yaourt, finalement, on a des bactéries qui vont dégrader le lactose. Donc, c'est le principe. Maintenant, quand on a une intolérance très forte au lactose, je ne sais pas si c'est suffisant pour boire du lait en parallèle. Et la lactase active à 37, donc il faut rappeler peut-être de consommer un peu ces probiotiques naturels ou les yaourts, peut-être pas trop froids pour réactiver la lactase à 37 degrés. Après, le temps qu'ils arrivent dans notre tube digestif, ils sont à 37. Ça peut mettre un peu de temps, mais effectivement. Comment sait-on si les souches sont vivantes quand on achète un probiotique? Peut-être on peut finir sur cette question. Alors, il y a eu une étude il y a quelques temps aux États-Unis où il y a beaucoup de probiotiques qui sont vendus sur Internet, dans les drugstores, etc. Où effectivement, ils avaient pris tous les produits qu'ils avaient trouvés. Et il y avait plein de produits qui n'avaient pas ni les souches annoncées, ni la quantité annoncée. Donc, je pense qu'il faut faire confiance finalement aux enseignes vendues en officine, hein, en pharmacie, à ce qui vous est recommandé, se méfier finalement des produits sur Internet qui sont finalement de marques inconnues, on ne sait pas trop d'où ils viennent, et surtout, finalement, ces produits, ils doivent annoncer les souches qui sont présentes et les quantités qui sont présentes. Et ça, là-dessus, vous pouvez être exigeant et ils doivent être annoncés. Et souvent, les produits dans lesquels ils annonçaient des choses ou les souches, c'était pas très bien marqué, pas très bien indiqué. Donc, ça, c'est mon conseil. C'est effectivement, bon, il y a tout ce qui est alimentation, ce qu'il y a dans les yaourts, donc de supermarché. Mais pour les produits, si vous achetez des probiotiques, faites attention. Soit vous vous adressez finalement à des enseignes qui ont des circuits avec des produits bien contrôlés, soit effectivement vous faites bien attention que aussi les souches soient bien précisées, les quantités soient bien précisées. Et je crois que c'est un point vraiment crucial. Hein. On n'est pas toujours sûr. Je pense qu'on va pouvoir terminer sur cette recommandation qui me semble très, très importante à prendre en compte, hein, parce qu'il y a vraiment de tout sur le marché et beaucoup de choses qui sont accessibles, notamment sur Internet. Pour les questions qu'on n'a pas pu prendre en charge en direct, eh bien, on les reverra, on y répondra le 6 juin puisque Anne-Judith sera avec nous pour compléter la discussion. Si vous avez d'autres questions, postez-les sur le mail de la FHU PACEM. Et puis, bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 13 h avec Nicolas Bénèche pour parler de Clostridoides difficile et de la prise en charge par la transplantation de microbiote fécal. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Lina encore pour l'organisation. Merci Anne-Judith et merci Nathalie. À bientôt. Merci à vous et merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.